Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Afrotech. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est l'un des rares Africains à travailler derrière plutôt les plus grands films de science-fiction au monde. Il s'appelle Sidney Kombo Kitombo et c'est tout de suite dans Afrotech. Alors, Sidney, merci de nous accorder cet entretien. Comment ça va en Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande, très bien. La grosse agréable surprise, c'est que le Covid ne nous a pas trop malmenés ici. Donc on regarde toujours avec beaucoup de tristesse ce qui se passe ailleurs, mais on a été assez chanceux de ce point de vue-là. On n'a pas eu énormément de dommages et la vie a déjà repris son cours normal. Donc je pense qu'avec ma petite famille, on est au bon endroit au bon moment. Génial. Alors, on a tout de suite envie de vous demander, un Congolais derrière les plus gros films de Hollywood. Ah ouais, on veut savoir comment ça s'est passé, comment c'est possible. Alors, d'abord, c'est pas un Congolais derrière. Je suis au milieu d'un maillage extrêmement large, extrêmement vaste. Mais c'est vrai que on n'est pas nombreux. Je veux dire, je n'en connais pas d'autres de notre magnifique petite Afrique. Je n'en connais pas énormément. Et c'est très difficile à expliquer en deux mots, à résumer en deux mots, mais on va dire beaucoup de passion depuis tout gamin, et puis ça, on poursuit un objectif, on poursuit un rêve sans se poser la question de savoir où est-ce qu'on va aboutir exactement, et il se retrouve simplement que ben, les gens, les clients apprécient suffisamment le travail pour que d'une année sur l'autre, ben, je me retrouve à des postes de plus en plus importants ou sur des films de plus en plus importants et finir par faire ce que j'ai fait ces dernières années. La liste, elle est longue, hein. Je peux parler de les Gardiens de la Galaxie, l'ours Paddington, la planète des singes, Suprématie, Avengers, Age of Ultron, tout récemment, Mhm. Avenger Endgame, qui est le plus gros succès au box-office mondial et pour lequel vous avez d'abord, d'ailleurs, reçu un Annie, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Ça voilà. fait quoi? Ça fait quoi Et d'être donc, ici au sommet du monde en termes d'effets spéciaux dans le cinéma? mais c'est le plus intéressant, c'est je devais faire économie à la base, moi. Donc, quand je me retrouve à faire des effets spéciaux, ça n'est pas tellement par recherche d'autre chose que le fait d'être passionné par cet art-là. Donc, très honnêtement, c'est de la reconnaissance. On va dire que c'est la reconnaissance. C'est très bien pour le travail, c'est très bien pour les contacts. Mais ma passion est la même. Elle n'a pas bougé. Ça ne bouge pas énormément de choses. J'ai toujours envie de voir comment je peux rendre les choses les plus belles possibles, comment je peux les rendre les plus convaincantes possibles. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé. Donc, je ne me sens pas au sommet du monde. Beaucoup peuvent le ressentir comme ça artistiquement, mais je me sens juste bien de pouvoir avoir la chance de faire ce qui me passionne. Quand je me détends, quand je travaille dur, je fais de l'animation. Quand je me détends, je fais de l'animation. Et je pense que ça, c'est ce qu'on aspire tous à pouvoir faire une fois qu'on est dans notre travail, je crois. Alors, pour ceux qui savent peut-être pas, en fait, le départ, c'était pas du tout prévu de finir à Weta, Ouais. donc en Nouvelle-Zélande, Ah, en train de faire des films d'animation, mais c'était plutôt de faire du commerce international. ouais, ouais, je me destinais à de la diplomatie au départ. Ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et les circonstances de la vie, on va dire, en fait, que je me suis retrouvé à un moment à me demander si j'avais vraiment envie de me réveiller un jour à 40 ans et me dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie, ou est-ce que je choisissais de prendre le risque de poursuivre quelque chose dont je savais que je me sentais bien en le faisant.
toujours quasi. C'était un espace de liberté de prendre un crayon et d'être devant un papier et d'essayer de développer sa propre imaginaire, de poursuivre son propre imaginaire. Donc, je l'ai suivi et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans des pays où avoir un papier et un crayon n'est pas forcément synonyme de paresse, mais d'expression, de culture, d'enrichissement, parce que les sociétés se font et se défont sur leur culture, et j'ai pu avoir la possibilité de, de, de pouvoir appréhender ça et ouais, me retrouver où je suis. Il y a ce passage justement à l'école d'art Émile Cole. Qu'est-ce que ça vous a Ouais. apporté ce passage-là? Ça a été très intéressant. Je pense que comment dire, le, l'un des gros fondements artistiques que j'ai, simplement par rapport au fait que quand je suis arrivé là, comme la majorité de mes collègues de classe, on était certains de savoir dessiner, on était certains d'être des artistes. Et tu te retrouves dans un endroit où, ben voilà, on va te poser une bouteille et on te dit, tu dessines ça pendant 8 heures, avec le petit éclat de lumière qu'il y a ici, avec les petites ombres qu'il y a, et on se dit, oh bah, j'ai pas besoin de 8 heures pour dessiner ça, 30 secondes, ça va suffire, c'est pas compliqué. Et tu finis par comprendre que la perspective, que la manière dont la lumière influence les objets, la texture de cet objet, tout ça a un impact sur la représentation visuelle que tu proposes. Et ça a été un véritable tournant en fait. J'ai commencé à faire de l'animation à cet endroit-là. Donc vraiment, oui, un point de départ énorme pour moi. Alors, si je te dis année 2008, qu'est-ce qui te vient en tête? 2008, Oui, en 2008, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui est important? oula, c'est une question piège ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie d'important en 2008? Il y a énormément de choses. Je deviens prof à l'école Émile Cole déjà aussi. Mais, euh, donc l'école qui m'a formé m'invite à devenir prof chez eux. Ça a été l'un des trucs les plus importants. Mais les choses les plus importantes se sont passées avant, probablement. Et est-ce que c'est ça que tu voulais en venir? Ben, c'est de ça que je parle, c'est cette habilité, en fait, à séduire les gens, en fait, autour de vous. Chaque fois que vous allez quelque part, au départ, on vous Ouais, regarde comme ce gars qui passe, et puis on se retrouve à ouais, vous embaucher et après à vous confier des tâches. Et je pense que tout le long de votre carrière, en fait, ça se répète. Donc, après ouais. l'école, donc vous devenez aussi, vous vous lancez, en fait, dans la production télé. J'ai commencé la télé, au fait, la télé est venue à moi, entre guillemets, parce que quand j'étais à Emile Cole, justement, j'ai fait un projet de diplôme. J'avais écrit un projet de diplôme que j'appelais la parabole du semeur, que je situais dans un lieu imaginaire en Afrique, mais un désert dans lequel un homme a vu son village s'exiler parce que le désert a rongé le village. Et cet homme qui avait tous ses ancêtres dans cet endroit-là a refusé de partir et décide de planter les 3 dernières graines qu'il a à cet endroit-là. Et la dernière d'entre elles finit par pousser et grandir. Une sorte d'allégorie de la parabole du semeur biblique que je transposais en Afrique et, euh, et j'ai fait parler mon père dans ce petit court-métrage-là. Donc, quand j'ai présenté ce projet au Festival d'Annecy en 2002, euh, ça, c'était le premier prix que j'ai reçu, en fait. Ça, c'était une énorme surprise parce que le projet a été acheté par Arte. Et à partir du moment où en France, vous avez une chaîne qui est intéressée par vous, vous avez tous les producteurs vous courent après, basically. Donc, quand j'ai eu ce prix-là, Project Image et Peter Media, qui sont Gilbert Russe, donc, qui est devenu un très grand ami, après, m'a embauché dans sa boîte pour faire mon court-métrage. Et pendant que je faisais mon court-métrage, il avait des projets de série avec France 3 et la RAI en Italie, qui avaient besoin de direction artistique, qui avaient besoin de storyboarding, qui avaient besoin de réalisation. Et
je finis mon court-métrage et je me retrouve à faire du character design pour eux, je me retrouve à faire de la direction artistique pour eux, je me retrouve à faire du storyboarding pour eux, et je finis par faire de la réalisation pour eux. La série était très intéressante de ce point de vue-là, simplement parce que on a un budget très limité, très restreint. Euh, ok, à l'échelle d'une pub, c'est immense, d'accord, mais c'est un budget relativement limité et dans lequel on vous demande de produire, par exemple, 26 épisodes de 26 minutes. Et ça vous apprend à être efficace, en fait. Ça vous apprend à être efficace, à aller à l'essentiel, à ne pas oublier l'essentiel, comme ils disent, keep in mind the bigger picture, avoir une vue d'ensemble. Voilà l'expression que je cherchais, avoir une vue d'ensemble. Et ça, la télé vous l'apprend très très bien. Et quand je me suis retrouvé dans l'industrie du cinéma et plus de la télé, ben, je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus peut-être, enfin en tout cas l'une des choses qui intéressait beaucoup les gens dans mon approche, c'était cette sorte euh, de méthode. Je suis relativement méthodique sur la manière dont j'approche la fabrication des films. Je n'ai pas peur de poser les questions aux clients, et ce qui fait que je trouve les solutions relativement rapidement. Et c'est pas une formule magique, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, parce que je te tutoie, Ben c'est oui, hein. c'est le, c'était un apprentissage et d'apprentissage en apprentissage, ben, je suis arrivé à une sorte de confiance sur la manière d'aborder le travail avec les clients. Ils savent que je suis là pour les aider. Je veux qu'ils sachent que je suis là pour faire en sorte que leur film soit le mieux possible. Donc, à partir de ce moment-là, mais s'il faut que je leur dise que l'idée qu'ils ont n'est pas très intéressante, mais je vais le leur dire. S'il faut que je leur dise que leur idée est très intéressante mais n'est pas réalisable, je vais le leur dire. S'il faut leur dire que leur idée est, que mon idée est pas aussi belle que la leur, je vais le leur dire. D'accord? Donc, c'est garder simplement suffisamment de distance pour avoir une conversation honnête. Et ça, c'est quelque chose dont tes clients ont besoin parce que ils sont un peu habitués à ce qu'on leur dise qu'ils ont toujours raison. Et avoir un peu de résistance en face force relativement le respect, quoi. Pour un artiste, c'est quoi avoir foi? Ah, euh, je n'ai pas de définition dans ce sens. Je n'ai pas la prétention absolue d'être un artiste. Je fais partie d'un, je fais partie d'un, je perçois ça, je visualise ça souvent comme une boule, que l'art est une sorte de boule extrêmement riche en couleurs et en formes, mais c'est un cercle, et qui est enrichi par l'expérience personnelle de chaque individu, entre guillemets. Donc, tu peux être un artiste aujourd'hui en fonction de l'histoire que tu vas me raconter, la manière dont tu vas me la raconter, parce que ça vient de l'expérience que tu as vécue. Et si tu me la transformes simplement par des mots, par une chanson ou par une image, ça devient artistique parce que ça nourrit un univers artistique. Et je n'ai pas de définition particulière de ce qu'est un artiste parce que je ne me prétends pas particulièrement artiste. À l'extérieur, on va dire que je le suis, comme je disais, je suis juste quelqu'un de passionné par la fabrication d'une image, par le réalisme d'une image. Ça s'appelle peut-être artiste, mais c'est pas comme ça que je me ressens. Donc, je n'ai pas, ma foi est consacrée à autre chose. Je n'ai pas de conviction particulière par rapport à l'art, mais un truc est clair, c'est que je me suis rendu compte à mesure du temps de, de l'importance que ça a, surtout dans nos pays. On, on- j'ai peur qu'on ait perdu le sens fondamental de ce que l'art nous permet de nous rappeler, de ce que notre histoire était, nous permet de nous rappeler de ce qui s'est passé avant et garder une marque comme ça, un indélébile qui demeure sous la forme de statue, sous la forme d'une peinture, sous la forme d'un film. Et c'est des choses qu'en Afrique, on sait de moins en moins faire, comme si on avait perdu cette histoire. Énormément de notre histoire commence avec la colonisation, comme si on n'avait pas été roi avant. Et, et qu'est-ce qui a été avant? Mais on n'a plus énormément de traces de ça, parce que notre art est pauvre. Notre art est extrêmement pauvre. Et je travaille à essayer de faire en sorte que
qu'on en retrouve un peu de fierté, qu'on se rende compte, que notre jeunesse se rende compte que la vie ne commence pas avec la politique, la médecine, l'économie ou le droit, qu'il y a énormément d'autres choses autour de ça qui permettent d'élever une nation. J'ai toujours tendance à dire que les États-Unis n'ont pas conquis le monde avec leurs flingues uniquement. Ils les ont conquis avec le cinéma, fondamentalement. Tout à fait. Et je pense que, parlant de fierté, justement, vous êtes un bel exemple parce que vous avez travaillé sur toutes ces grosses productions aujourd'hui qui sont reconnues mondialement. On en a parlé, le tout dernier Avengers, End of Game, Endgames, en tant que superviseur d'animation. Et vous avez travaillé sur un personnage en particulier, Thanos. On va en parler. Oui. Non, c'était, ok, la première fois que j'ai lu un comics de bout en bout, ça s'appelait Le Défi de Thanos. J'avais 17, 18 ans, je pense, et c'est un collègue de classe qui me l'avait filé. On était en seconde, peut-être que c'est vrai quand on devait être en première, j'ai 16 ans, ouais, on devait être en première, et, euh, et il l'a ramené, et je l'ai lu, j'étais fasciné par ce personnage, mais dégueulasse, il est moche, il est méchant, mais, mais c'est le personnage principal de l'histoire, quoi. C'est le personnage principal de l'histoire et il a un petit twist à la fin. Il est complexe. C'est pas le méchant. Ouais, je vais détruire l'univers et ainsi de suite. Non, non, non. Il faisait tout ça parce qu'il était amoureux d'un personnage qui s'appelait Death et euh, et, euh, et c'est un fou de pouvoir, mais une fois qu'il l'a, un peu comme beaucoup de nos dirigeants, une fois qu'il l'a, il ne sait pas trop quoi en faire. Mais bref, voilà, c'était ça, Thanos. Et quand ce projet-là est arrivé à Weta et qu'on m'a dit qu'il était là, et qu'on m'a proposé de le superviser, c'était l'excitation la plus totale. Et quand j'ai entendu la voix de Josh Brolin dessus, tout de suite, le personnage de Thanos est devenu vivant, quoi. Et je savais exactement comment je voulais qu'il bouge, comment est-ce que je voulais qu'il s'impose, et le type d'acting, c'est-à-dire d'expression comment dire, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ce personnage. Ils l'ont très bien écrit. Ils ont très bien écrit leur personnage. Et mon boulot à moi, c'était de le rendre aussi impressionnant que possible à l'écran. Alors, on a Endgame, on doit travailler sur telle scène. Euh, et Sydney, toi, tu dois t'occuper voilà, de Thanos. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Ouais. ce moment jusqu'à la fin? Je sais que c'est long, mais essaie de résumer un peu. Je ne m'occupe pas de Thanos. Je m'occupe d'une séquence ou d'un ensemble de séquences. Pour Endgame, par exemple, la grosse bataille de la fin, quand le missile arrive et explose le compound, jusqu'à... Allez, le film est vieux maintenant, hein, le film est sorti depuis un moment, donc il n'y a pas de spoiler, mais jusqu'à la mort d'Iron Man, ça c'est la section dont je me suis occupé en termes d'animation. Et donc, on nous file tout ça, et mon travail à moi, c'est de regarder tout ce qu'il y a comme personnage à animer dans cette séquence, comment faire en sorte que malgré toutes les foules qu'il y a à l'écran, l'œil de mon spectateur aille exactement à l'endroit où je veux qu'il aille, et comment faire en sorte que les personnages soient engageants. Pourquoi est-ce que vous aurez peur pour Captain America? Comment est-ce que Thanos le tabasse? Comment est-ce qu'il écrase la roche et ainsi de suite? Donc tout ça, c'est des choses je vais on stage pour, pour jouer certaines de ces actions, présenter ça aux animateurs qui se mettent à reproduire ces actions sur notre logiciel 3D qui s'appelle Maya, ou alors je fais un peu de motion capture avec quelques performeurs pour des moments très précis d'acting, parce qu'il y a tous ces petits bruits quand on bouge, ce côté électrique du corps humain, qui sont très souvent relativement difficiles à obtenir, surtout quand le temps est excessivement court, comme c'était le cas pour nous, et que la motion capture
performance capture, comme ils appellent ça, permet d'obtenir de manière relativement fine. Et en top, et en plus de ça, avoir la performance de Josh Brolin telle que les réalisateurs le voulaient également, était très intéressant. Donc, combiner toutes ces différentes données qui viennent d'un peu partout et faire en sorte que ce soit une image simple, claire et lisible pour tout le monde. Ça, c'est mon travail. Et Et donc, donc, quelle quand je interaction il y a justement entre le superviseur d'animation et tous les autres, enfin, les animateurs, les acteurs qui font la alors, motion capture, comment vous communiquez? ouais, quand, quand, quand tu es superviseur d'animation, tu as en charge la pression là-dessus, ce qui fait pousser les petits poils blancs, c'est que la pression là-dessus, c'est le fait que euh, tout ce qui va être vu, tu le décides. D'accord, c'est ta décision, c'est le moment où le personnage se pose. Alors évidemment, les réalisateurs sont ceux qui disent on veut qu'il y ait cette bataille sur l'ensemble, avec l'ensemble de ces personnages. Les méchants viendront de ce côté, les gentils viendront de ce côté, mais la manière dont on orchestre ça à l'écran, c'est la décision que je prends. Et une fois que je regarde la séquence, que je sais, OK, ce personnage va arriver à ce moment-ci, il va se frotter contre celui-ci, ça va provoquer une explosion qui va progresser à l'image, et ensuite deux autres personnages vont arriver ici, et boum, on a une explosion juste devant l'écran qui nous emmène vers Iron Man qui va s'affronter avec d'autres trucs dans le ciel et ainsi de suite. Tout ça, j'ai à le décider. Une fois que je le décide, ben, je vais voir les producteurs et je leur dis voilà ce que je vais faire, voilà à peu près ce que ça va coûter, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça pour le faire. Et une fois qu'on me donne le feu vert, donc les finances vert, je vois les équipes d'animation que j'ai qui sont relativement grosses en fonction du film Donc, on et parle de on se combien à peu près retrouve avec d'animateurs sur Endgame? sur Endgame, avec toutes les personnes, toutes les équipes confondues, une petite centaine de personnes à peu près. Donc, je vais superviser une équipe, je vais avoir ce qu'on appelle sequence supervisor juste en dessous. Donc, je, je communique avec eux, et eux, ils communiquent avec deux leads, et les deux leads communiquent avec une flopée d'animateurs, et ça se passe relativement comme ça. Et moi, au niveau de Weta, ben, je communique avec le client pour dire au client, ben voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça va exactement dans l'idée que vous aviez, oui, ça marche. On le voyait arriver un peu plus tôt, ok, ben on va modifier ça pour les faire arriver un peu plus tôt, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça le process de fabrication en fait. Et donc, du coup, à l'arrivée, qu'est-ce que tu aimes en Thanos? Non, 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 ce que je trouvais très bien, c'était juste qu'on a réussi, je pense, à vendre la complexité de ce personnage. On a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas le méchant qui veut tuer les gentils. Voilà, il était un peu plus complexe que ça. Comme je dis, c'est l'un des personnages les mieux écrits de Marvel pour moi, simplement parce que même si son désir est, on en rigolait de temps en temps, c'était de dire, ben, euh, euh, tu as Iron Man, non, tu as Captain America et Thanos dans une classe. Et le prof, c'est Iron Man. Et Iron Man dit, euh, euh, voilà, vous avez deux enfants et une chaise. Comment vous réglez le problème? La solution de Thanos, c'est de dire, je liquide un enfant. Et la solution de Captain America, ce serait de dire, ben, je fabrique une autre chaise. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais il y a tout son passé, il y a tout son passé qui malheureusement ne transparaît pas à l'écran, mais il y a tout le passé de Thanos qui explique pourquoi il est dans cette logique-là plutôt qu'une autre. Il a vu sa planète entière disparaître, ce personnage-là, et il ne veut pas que ça arrive, donc il préfère que la moitié disparaisse plutôt
que tout le monde disparaisse. Et ce que j'aime avec le personnage, c'est simplement qu'on a réussi à raconter le fait. L'un des moments préférés, c'était la dernière scène, juste avant qu'il disparaisse. Il n'a pas dit un mot. Et quand on fait de l'animation et qu'on n'a pas besoin de mettre des mots sur l'émotion d'un personnage et que juste à la manière dont il regarde à gauche et à droite, le petit soupir qu'il a et ce genre de petites choses, vous arrivez, l'audience arrive à connecter avec lui. Moi, mon travail, il est Ce genre de travail vous ramène des Annie Awards, basically. exact. C'est génial. Sur tous ces gros films, lequel était le plus challenging, le plus difficile pour toi, ou en tout cas, qui t'a demandé beaucoup d'efforts? Je pense à Guardians, je pense à La planète des singes, Suprématie, je pense à Paddington. À chaque fois, l'expérience est différente, mais quel était le projet sur lequel il t'a fallu vraiment t'affirmer à toi-même que, OK, je peux faire ça? Gravity était difficile. Mais Gravity était difficile simplement parce que c'était mon premier projet. Et il n'était pas difficile en termes de faisabilité, parce que c'est à ce moment-là que je me suis découvert en tant qu'animateur, entre guillemets. C'était mon premier projet. Je fais pas ça depuis très longtemps, en fait. Mais je ne qualifierais pas ça comme le projet le plus difficile. Le plus difficile était définitivement La planète des singes. Simplement parce que le réalisateur avait une idée très très précise de ce qu'il avait en tête et ça n'était pas toujours facile de réussir à capter exactement ce qu'il voulait pour son personnage. Donc il y a eu des moments où j'ai vraiment douté de réussir à, à, à trouver ce qu'il recherchait. Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri, comme on dit. Il y a Ah ouais, eu parce des que ce qu'on jours. ne dit peut-être pas, c'est que souvent, avec justement le client et les réalisateurs, il y a des confrontations. Il faut en fait pouvoir Ah oui, oui, expliquer des oui. choses. Et ça, c'est peut-être des choses C'est qu'on ne pas, voit pas. non, non, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande énormément d'énergie et tu es le premier arrivé, tu es le dernier à partir. Ça demande énormément d'énergie et il faut être bien marié. Faut être Ouais, bien marié. Sinon, c'est le genre de travaux, c'est le genre de travail qui peut provoquer pas mal de des problèmes, incompréhensions, simplement hein. parce qu'on y passe, voilà, parce qu'on y passe énormément de temps. Mais encore une fois, quand c'est quelque chose de passionnel comme ça, on arrive à l'expliquer généralement. Mais oui, la planète des singes a définitivement été le plus dur parce que encore une fois, c'était le premier projet que j'ai supervisé à Weta, donc je découvrais la manière de faire de Weta en même temps que j'essayais de comprendre le réal qu'il y avait en face de moi, et c'était celui-là a été rock'n'roll. Mais j'ai appris énormément de ce projet parce que, ben, à force d'essayer de rentrer dans la tête du superviseur, pardon, du réalisateur, comprendre ce qu'il voyait, pourquoi est-ce que quand je faisais quelque chose et je me disais, ben, ça c'est parfait, ça marche, quand il le regardait, il avait toujours l'impression que ça marchait pas. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui suis bigleux? C'est moi qui vois rien? Ou il y a vraiment quelque chose que j'arrive pas à saisir? Et quand on arrive au bout de ça, en ayant souffert, il y a une forme de satisfaction, il y a une forme de, oui, ça a été dur, but I did it. Alors, dans le métier du cinéma, généralement, on a une sorte de hiérarchie. Donc, on va du scénario Mhm. à la Mhm. réalisation et puis les effets viennent quasiment presque à la fin. Mais Mhm. maintenant, on a l'impression que les effets viennent au début. Comment est-ce que tu repositionnes tout cela? Parce qu'en fait, on a besoin de comprendre. Disons que quand tu fais un film d'aventure, quand tu fais un film de super-héros, quand tu fais un film qui n'est pas grounded, qui n'est pas simplement fondé sur le fait que deux individus se parlent, mais qui vont aller explorer l'espace et ainsi de suite, tu as besoin de savoir à quoi ça peut ressembler. Et généralement, à ce moment-là, tu as besoin de ce qu'on appelle une prévise. Et la prévise, c'est notre travail, c'est-à-dire dire, OK,
Juste pour que le réal, encore une fois, ait une idée de son film, ça commence toujours avec un storyboard. Donc, il y a quelqu'un qui va poser le storyboard et la prévise va arriver pour donner une idée de la durée des plans, combien de temps le plan devrait durer, combien de temps la séquence Donc la devrait prévise, c'est durer, la quel est le prévisualisation, rythme, hein. exactement, le rythme de cut qui devrait y avoir à l'intérieur de ce document-là. Et une fois que ça, c'est validé par les clients, c'est envoyé aux vendors, c'est-à-dire les Weta, ILM, Framestore, MPC, DNEG et d'autres. C'est envoyé aux vendors et c'est les vendors après qui refabriquent la prévise avec une qualité optimale. On dit aussi, en fait, dans le cinéma que tous les autres, à part le réalisateur, viennent pour interpréter la vision du réalisateur. Donc, que ce soit l'acteur, Ouais. que ce soit le caméraman, que ce soit Ah oui, l'éclaireur, tout le monde vient pour oui. justement interpréter la vision Ouais. du réalisateur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? Je n'ai ni l'envie, ni je pense le talent pour réaliser un film. Enfin, on serait surpris, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai j'ai fait de la réalisation pour de la série télé, d'accord? J'ai fait de la réalisation pour la télévision, de la série télé, et il fallait que j'ai une vision pour ce que j'avais l'intention de faire. La seule difficulté, c'est que je ne fais plus, je ne fabrique plus. Et moi, ce que j'aime, c'est d'avoir les mains dans le cambouis. J'aime le fait d'animer. Cette impression euh, de faire la chose la plus proche de ce que font nos mères, nos épouses, de cette capacité à donner vie. Ce, ce, cette marionnette lifeless, complètement figée, que tu arrives à animer et donner l'impression qu'elle est en vie, c'est extraordinaire. Thanos n'existe pas. Il n'y a aucun acteur derrière le visage de Thanos, d'accord? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a juste l'interprétation de superviseur d'animation sur ce que Thanos représente grâce à la performance d'un acteur. Mais il n'y a aucune personne, tu ne trouveras nulle part un individu qui ressemble à Thanos. Et ça, réussir à te faire croire que tu es en train de regarder un personnage réel, ça, c'est ce que j'adore. Cette capacité à insuffler la vie dans l'animation. Il y a un livre qui est génial, enfin, qui est la Bible des animateurs, qui s'appelle Illusion of Life. Et c'est exactement ça, l'illusion de la vie, c'est exactement ça l'animation. Et une fois qu'on tombe là-dedans, ben, on n'en sort pas, quoi. Donc, euh, donc, je suis très content d'avoir quelqu'un qui réfléchit et qui a une vision, qui veut qu'on exécute. Tout ce que je veux, c'est être capable de l'exécuter le mieux possible. Je suis bien dans la notion de superviseur d'animation. Tu te sens bien là où tu es. Je me sens bien là. D'accord. Alors, on a posé la question, on a donné la chance à des jeunes Africains de te Oui. poser une ou deux questions. Et Ah oui, on a Monsieur Gaëtan, il nous vient du Burkina Faso. ah oui. C'est un étudiant, en fait, il a étudié à l'école de cinéma là-bas, à Isis. Et Mhm. Mhm. c'est un passionné d'effets spéciaux et il a voulu te poser ces quelques Mhm. questions. Bon, donc, je te propose d'écouter, hein. Mhm. Sur donc le personnage Thanos, j'ai vu qu'il y a eu un sérieux travail de make-up pour les prises de vie réelles, donc avec le personnage. Comment est-ce que vous êtes parvenu à mélanger tout ça et avoir quelque chose où nous n'arrivons pas à faire la part des choses entre les images de synthèse et les prises de vie réelles? Est-ce intégralement de la motion capture ou il y a eu d'autres techniques du genre l'animatronique, etc. Enfin, vraiment que je puisse avoir un aperçu sur toutes les techniques dont vous avez usé pour arriver donc à ce résultat assez magnifique. Et pour quelqu'un un passionné comme moi qui souhaite se spécialiser donc en effets visuels, quels conseils vous un érudit déjà de la question peut me donner pour me permettre de me galvaniser et de mieux avancer. Voilà. Voilà. Alors, c'est beaucoup de questions en même temps. Et il est enthousiasmé et enthousiasmant, Gaëtan, merci.
Merci pour ça, c'est cool d'entendre ça. Tu veux, la première question, c'est vraiment, en fait, le personnage Thanos. Comment est-ce que, voilà, on a un peu répondu déjà à ça. On a tourné un peu autour de ça, mais il y a la base, au fait, c'est Josh Brolin. La voix de Thanos, c'est la voix de Josh Brolin. Et l'une des choses les plus intéressantes à faire en animation, que je n'aime pas quand on fait du feature anime, mais quand je parle de feature anime, c'est ce qui est dessin animé, entre guillemets, ce qui est euh, Disney et tout le reste. Ce dont je ne suis pas forcément fan, c'est que la respiration d'un personnage n'est pas toujours présente et respectée sur la performance du personnage animé, en fait. Quand on fait du VFX, c'est-à-dire ce que je fais, on essaye d'être très proche de la manière dont le personnage respire également. Et ça ajoute de la conviction à ce que l'on fait. Et quant au fait de ne pas réussir à avoir de différence entre le personnage en image de synthèse et le personnage réel, je n'avais aucune idée de l'énergie qu'une boîte comme Moïta met enfin, il faut regarder les making-of, Gaëtan, essaie de regarder le making-of de Gemini Man par Moïta. C'est le film où on a refait Will Smith en plus jeune. Il n'existe pas, lui non plus, c'est complètement d'image de synthèse, son visage, il n'existe pas, c'est tout animé à la main. Euh, et le travail des compositeurs et des VFX sup, Guy Williams pour Gemini Man, c'est de réussir à comprendre, en fait, c'est très scientifique. Voilà, c'est très scientifique. Ça n'est pas qu'esthétique, c'est également extrêmement scientifique. C'est-à-dire, c'est de savoir comment la mélanine influençait la couleur de la peau et comment, par rapport à l'épaisseur de notre peau, la lumière rentre et réfracte. Et les pores, lesquels sont poussés vers l'intérieur, lesquels sont poussés vers l'extérieur, parce que ça influence la manière dont la lumière tape sur cette partie-ci de mon visage, la manière dont la lumière tape sur cette partie-ci de mon visage, et ainsi de suite. Donc c'est de la recherche. Ils sont fous ces gens. Ouais, je regarde je regarde ce qu'ils font et je me dis ah oui quand même. Enfin moi je m'amuse à faire bouger les trucs, mais le résultat final qui est convaincant, ça c'est au niveau du compositing et ça c'est un autre voilà, c'est une autre paire de manches. C'est au niveau du compositing, c'est au niveau de look dev, enfin du look développement, c'est au niveau de la fabrication des textures, c'est au niveau du lighting, c'est au niveau des rendus. Il y a plusieurs étapes qui arrivent entre le moment où moi j'anime mon personnage et toutes les autres choses qu'on ajoute là-dessus pour arriver à un résultat qui fait que si on le met next to Arizona, personne n'est capable de dire lequel est réel entre les deux. Et moi, mon travail là-dedans, c'est simplement de faire en sorte que le mouvement soit le plus convaincant possible pour qu'on se dise, ça n'est pas un personnage animé, c'est un personnage réel parce que ces mouvements sont très La précis. respiration est réelle entre-temps. La respiration réelle. Exactement. L'illusion de la vie, quoi. Très bien. Et donc, sa deuxième question, c'est en ce qui concerne justement le mix entre les équipes qui ont participé justement à la création de ça, on en a parlé. Le truc que je vais plutôt répondre un peu plus sur la méthodologie, c'est je n'ai aucun tabou sur les différentes méthodes de travail. Je combine, j'utilise la motion capture quand j'ai l'impression que c'est absolument nécessaire et que ça marche. J'utilise du keyframe quand j'ai l'impression que c'est absolument nécessaire que ça marche. Et très souvent, très souvent, je mixe les deux. C'est-à-dire que je prends de la motion capture, mais généralement, le fait est simple. Un humain ne bougera jamais de façon aussi intéressante qu'un super-héros. Voilà. Ou qu'un personnage aussi dynamique que Thanos. Donc, ce que je fais, c'est que je combine les deux et j'augmente. On appelle ça augmenting la performance qui a été capturée, en fait. Donc, une pose qui est simple, genre moi comme ça, ben, je vais l'augmenter pour qu'elle soit un peu plus agressive. Le point qui partait très légèrement, je vais l'augmenter pour qu'on ait l'impression qu'il est un peu plus intense et ainsi de suite. Donc, je combine souvent les deux techniques, encore une fois, pour arriver au résultat le plus convaincant.
Et ça a l'air de marcher parce que Gaëtan peut continuer de fouiller et voir à quel endroit est-ce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'animé. Euh, en termes de logiciel, c'est pareil, il n'y a pas énormément de magie là-dedans. On a Autodesk, on a Maya, c'est là-dessus qu'on anime, Nuke, c'est ce sur quoi le compositing est fait, et Photoshop, pour tout ce qui est texture, est toujours l'un des éléments principaux. C'est pas énormément de machines différentes, c'est simplement le niveau technique et d'expérience du personnel de Weta qui est off the charts, quoi. Et le conseil pour quelqu'un qui démarre, c'est juste la même chose en fait. Je, je, je le disais tout à l'heure, je suis pas arrivé là parce que j'ai essayé de gravir les échelons. Les échelons m'ont emmené là, en fait. Voilà. Je suis passionné par ça. J'ai toujours été passionné par l'image, par l'image, même pas l'image animée en particulier, mais par l'image. Je suis quelqu'un qui rentre en contact avec les choses parce que je vois et non pas parce que j'entends, parce que je sens ou parce que je perçois. C'est essentiellement parce que je vois. Et l'observation est l'une des premières clés par rapport à l'animation, encore une fois. Quand on fait du compositing, la lumière est probablement l'une des choses les plus importantes. Mais le conseil fondamental que je donnerais pour ceux qui veulent faire ça, c'est simplement euh, d'apprendre, ne pas avoir de paresse, d'aller sur le net, de se concentrer sur un petit sujet à la fois. C'est extrêmement vaste. On peut être généraliste, mais essayer de reproduire des tutoriaux, essayer euh, d'entendre les différents podcasts qui sont faits sur la manière dont on a fabriqué tel et tel sujet. Juste devenir, le connaître un peu mieux, aide énormément. Et la chose la plus importante de mon point de vue, c'est de rester humble par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, je vais ramasser les prix, demain, je n'en prendrai plus aucun. Et ça ne fait aucune différence. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent de celui que je suis. Mais le seul truc, c'est que je vais juste essayer de continuer de m'améliorer. L'objectif, c'est celui-là. J'ai fait un film aujourd'hui, celui que je ferai demain, j'essaierai de le faire mieux que je l'ai fait, que celui que j'ai fait hier. C'est aussi simple que ça. En tout cas, on le ressent on t'entend parler, on ressent en fait toute cette humilité. Et justement, donc derrière cette humilité, il y a ce grand talent, ce talent énorme. Sur tous les films, justement, à science-fiction à gros budget sur lesquels tu as travaillé, quel était le budget le plus élevé qui était alloué justement aux animations et aux effets spéciaux dont tu peux nous parler? Et Sur quel était à peu l'ensemble du près le film, montant? wow, les montants, je peux pas les dire, mais sur l'ensemble du film, le film le plus gros budget qu'il y a eu, c'est définitivement Endgame. Ouais. On sait que ça coûte cher en tout cas. On peut dire ça au moins. La réalité, c'est que ça n'est pas donné, simplement parce que rien n'existe, encore une fois, et partir de quelque chose qui n'existe pas et le rendre le plus convaincant possible, ça demande du monde. La boîte pour laquelle je travaille, hein, encore une fois, Weta, c'est 1500 employés à l'intérieur de cette maison. Je ne les connais pas tous, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. C'est énorme, ça demande énormément de ressources. Weta utilise l'équivalent de 750 maisons en électricité par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et ça demande rien que ça demande de la ressource parce que tu dois payer les factures de 750 maisons tous les jours. T'imagines la facture d'électricité qui arrive à la fin du mois. Voilà, c'est ce genre de choses qui donne une petite idée. Mais oui, c'est cher. Et la raison simple pour laquelle je ne peux pas le dire, c'est qu'en réalité, j'en sais strictement rien. Je ne suis pas en ce qu'on appelle central prod. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on me dit, on a le projet, il faut fabriquer. Tu as 12 semaines, 15 semaines, 23 semaines à faire. Vas-y, si j'ai besoin de dépenser plus, il faut que je dise pourquoi j'ai besoin de dépenser plus. On me dit oui, on me dit non, et je m'ajuste. Voilà. À quel moment est-ce que tu arrives à insuffler un peu de toi, un peu de l'Afrique aussi dans ces projets-là?
C'est quelque chose que j'avais pris de façon très injurieuse il y a plusieurs années, qu'une prof m'avait dit. Elle avait regardé une peinture que je faisais, on faisait tous la même peinture, et elle me disait, la peinture est très africaine. Je disais, de quoi elle parle? Pourquoi elle me dit qu'on est en train de dessiner un pot? Déjà que j'étais énervé par l'exercice, mais c'était un pot avec un tissu dessus. Et elle me dit, tu fais un dessin très africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes couleurs sont très africaines. Ça veut strictement rien dire. Je produis les couleurs débiles que vous avez sur votre petit document, là. J'y suis pour rien. S'il y a du orange, il y a du jaune, et ainsi de suite. Mais elle trouvait juste que je trouvais ces jaunes et ces oranges beaucoup plus chauds que ce que les autres de mes collègues utilisaient comme couleur. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque. Mais oui, ma sensibilité, l'endroit où j'ai grandi vient avec moi à l'endroit où je me trouve aujourd'hui et influence la manière dont je perçois les choses. Mais ça n'est pas tellement au niveau de l'Occident que j'ai envie d'exprimer des choses. Je suis en train de mettre en place une société qui s'appelle The Third Pole, le troisième pôle, en réflexion au tiers-monde, entre guillemets, et pour dire cette fois-ci de façon positive que le third pole, c'est ça va être un pilier artistique, c'est un pilier artistique africain qui est on the rise, qui va être en progression. Et l'objectif que je poursuis, c'est de faire en sorte que on se réapproprie notre histoire, qu'on se réapproprie nos histoires, que Hollywood fasse des films sur l'Afrique, c'est très bien, mais nous, Africains, une fois que nous connaissons notre histoire et que nous avons les outils pour la raconter, comment est-ce que nous la raconterions? Comment la raconterions-nous? Ça, c'est l'objectif que je poursuis, ça, c'est l'objectif que j'ai, et je travaille en ce sens pour le moment, en essayant de développer, euh, euh, comment dire, une connaissance des différentes étapes qu'il faut pour que le fait que l'Afrique raconte l'Afrique soit quelque chose de possible. On n'a pas encore réussi à le faire de manière à passionner le monde entier, de la même manière que les Japonais ont réussi à le faire ou que les Chinois sont en train de le faire. On n'a pas encore réussi à le faire de cette manière-là. Mais même entre nous, on ne s'intéresse pas à nos propres histoires. Les films nigérians ne s'exportent pas au Congo, les films congolais ne s'exportent pas au Nigeria. Tu vois, il y a très peu de ça. On est très égoïste entre nous encore. Et comment faire en sorte que c'est beaucoup plus compliqué de faire un film en Afrique que de dire on a le talent pour le faire. Il y a énormément de notre mentalité, de notre manière d'approcher la notion artistique qui doit changer aussi. Et ça, c'est un travail culturel beaucoup plus compliqué que de simplement dire on a les talents pour le faire, faisons-le. Beaucoup plus compliqué que ça. Sidney Kombo Kitombo, merci beaucoup pour cet entretien et pour cette générosité surtout. Je rappelle que vous êtes superviseur d'animation à Weta Digital, donc et vous êtes un Congolais, un passionné. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. C'est un plaisir. À bientôt. Et voilà, c'est ici que se referme Afrotech pour cette semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde.